Fait qu'on va commencer le webinaire, si ça vous dérange pas. Matt, si tu es prêt, tu peux passer à la prochaine diapo. All Fait que right. oui, aujourd'hui, on va vous présenter le retour sur la saison 2023-2024. Une saison assez particulière, mais on est content de pouvoir faire le tour de cette saison avec vous. Je me présente, moi, c'est Ben Imbach, je suis technicien chez Avalanche Québec. Vous m'avez peut-être vu dans d'autres webinaires, puis je suis accompagné de Matt McDonald. Matt, que vous avez sûrement déjà vu le nom passer là, dans nos prévisions météorologiques. C'est notre météorologue un peu in-house chez Avalanche Québec. On est très content de l'avoir ce soir. On est content du webinaire. Là. On sait que c'est une fin de saison un peu particulière, fait que peut-être un peu moins de partage sur nos pages, mais on est content. Là, puis la séance d'aujourd'hui est enregistrée puis va être partagée par la suite. Pour faire un petit survol du déroulement de la soirée, en fait, Matt et moi, on a ciblé 5 périodes qu'on va vouloir aller un peu plus en détail. Fait que 5 périodes au courant de l'hiver qui ont amené des particularités au manteau neigeux puis à la stabilité du manteau neigeux. Donc, je vais commencer en faisant une petite mise en contexte de la situation ou du contexte de l'hiver, la situation du manteau neigeux, les conditions de glisse, le cycle d'avalanche qu'on a eu un peu avant certaines tempêtes. Après, Matt va être capable d'aller un peu plus en détail sur comment les tempêtes ont frappé les Chic-Chocs. C'est un peu ça qu'on va vouloir expliquer, là. Présenter les anomalies qu'on a vues cette année qui expliquent une saison qui a fini plus tôt que prévu. Si vous n'êtes pas familier avec le Zoom en mode webinaire, il y a le chat que vous pouvez utiliser entre vous, mais aussi pour nous parler si jamais il y a des problèmes de son ou d'image. Il y a aussi l'option de questions and answers, le Q&A. Vous pouvez poser vos questions là-dessus. C'est plus facile pour nous de suivre les questions qui ont été posées. On va pouvoir les répondre sur le Q&A. Aussi, à la fin, on va être capable de prendre quelques temps pour des questions. Fait que si ça vous va, on va lancer la soirée, présenter la première période de l'hiver. Oh, avant de commencer, je vais laisser Matt prendre la parole. All right. Merci Ben et bonsoir tout le monde. Super content d'être avec vous. On a un petit groupe ce soir, donc sentez-vous libre de mettre des commentaires, des questions dans le chat, comme Ben l'a indiqué. Donc, c'est clair, ça n'a pas été un hiver facile au Québec. Moi, je suis au BC, puis ici non plus, c'était pas facile. Donc, on dit que la misère aime la compagnie. Euh, mon, mon cœur était avec vous cet hiver. Parmi les tempêtes qu'on va parler ce soir, il y a un excellent sommaire qui existe dans le livre guide des Chic-Chocs, si vous l'aviez déjà vu. Au fil des années, ça a été converti en mode appli, qui est gratuit, je pense. Et puis, justement, il y a un beau sommaire là, des différents types de systèmes météo là, qui affectent les Chic-Chocs. Habituellement, on s'excite avec les dépressions du Colorado, certains tempêtes du Nord-Est, ou comme on dit en anglais, les nor'easters, et les dépressions froides. Cet hiver, ça a été vraiment une persistance de tempêtes du Nord-Est. Donc, les tempêtes qui sont bourrées d'humidité, bourrées de chaleur aussi, qui remontent la côte est américaine. Habituellement, ils sont originaires soit du golfe du Mexique ou de la côte de la Floride, ou peuvent même se développer plus au nord, près du Cap Hatteras. Et tout dépendamment de la trajectoire qu'ils vont suivre, on se ramasse avec des vents très, très forts, voire extrêmes, et des quantités impressionnantes de précipes. Et puis, ça peut tomber en neige, comme le sommaire ici l'indique, mais cet hiver, ces tempêtes-là ont emprunté vraiment des trajectoires qui étaient francs en nord. Et donc, les chocs se sont retrouvés constamment dans le secteur chaud de ces systèmes-là. Et donc, on a vu, comme on va le voir, plusieurs épisodes de pluie. Donc, pas facile cet hiver. En début d'hiver, si on recule un peu euh, dans l'arrière-plan, on redébute là, en fin novembre ou en début décembre. Tout le monde parlait d'un hiver El Niño. Donc, El Niño, ça se rapporte avec les anomalies de température dans l'équateur, dans l'océan Pacifique, le long de l'équateur. Et c'est sûr qu'El Niño vient jouer un tour dans l'Ouest canadien. Ici, on a eu un hiver très, très doux.
Mais côté est du pays, pour vous au Québec, dans les Chic-Chocs, c'est pas toujours aussi évident. Donc, il y a beaucoup de gens cet hiver au Québec qui ont blâmé l'hiver sur El Niño. C'est sûr que c'est venu jouer un petit facteur, mais je pense que c'était vraiment la persistance là, des tempêtes qui remontaient du sud et malheureusement, on se retrouvait là, de temps en temps dans le secteur chaud. Donc, je vais repasser la parole à Ben. Il va vous expliquer ce beau graphique. Oui, ce beau graphique qu'on appelle le time profile là, dans notre jargon de prévisionniste, technicien en avalanche. En fait, en plus d'être une diapositive que vous allez voir à chaque période, fait un peu pour rendre une séquence à la présentation, c'est un outil qu'on utilise beaucoup au bureau d'Avalanche Québec. Et je trouvais que c'est intéressant de prendre quelques instants pour vous l'expliquer. Comme vous le savez, là, il y a beaucoup de stations météo sur la région. On prend beaucoup de météo nous-mêmes quand on va sur le terrain. Mais au bureau, on a un gros tableau qui est ici, qu'on peut colorier à chaque jour, puis avoir un aspect visuel de qu'est-ce qui se passe en montagne. Fait qu'en haut, il y a les températures minimum et maximum de la journée. Fait qu'on voit la ligne rouge, là, c'est la ligne de zéro. Fait qu'on est capable de voir les périodes qu'on passe par-dessus le point de congélation. En dessous, on a les vents, fait que la direction puis la force des vents, on voit certaines intensités puis les directions. Fait que pour nous, en tant que prévisionniste et technicien, c'est vraiment des outils qui sont intéressants. Juste en dessous, on a aussi les cycles d'avalanche qui ont eu dans les montagnes. Vous avez vu cette année, peut-être un peu moins d'avalanches de ce qu'on est habitué. C'est sûr qu'il y avait aussi moins de personnes sur le terrain, fait qu'il y avait moins d'observations. Fait que c'est pas une science exacte, le time profile, c'est juste un outil de plus. Puis ensuite, le gros du time profile, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est l'évolution de la hauteur de neige et aussi les précipitations. Tant liquide que solide, on met les précipitations en millimètres pour nous donner un indicatif du chargement que le manteau neigeux a. Puis finalement, juste en dessous, la barre, c'est un peu plus la barre de bulletin d'avalanche. Fait qu'on voit selon la couleur les indices dans les trois bandes d'élévation, puis en dessous les problèmes. Fait que pour nous, c'est un outil qui est super intéressant à utiliser au courant de la saison pour nous donner une idée générale de ce qui se passe. Puis je trouvais ça intéressant de vous le présenter, puis de l'utiliser à travers euh, la présentation de ce soir. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'aube des événements de pluie du 18 et 19 décembre? Qu'est-ce qui se passe dans le manteau neigeux? Bien, je trouve que c'est intéressant de commencer le 1er décembre, où on est par-dessus la moyenne de neige historique. Fait que le graphique que vous voyez en ce moment sur le diaporama, la ligne jaune, c'est la ligne réelle, la ligne mesurée par la station météo au Mont Ernest Laforce. Puis le pointillé noir, c'est notre moyenne historique. Fait qu'on commence la saison bien par-dessus la moyenne. C'est sûr, on est dans les chic-chocs, on a déjà une MFCR, fait qu'on appelle ça nos croûtes. On les appelle dans le jargon des techniciens des MFCR, qui est daté selon le moment qu'elle se fait ensevelir. Fait que ça, c'est un petit quelque chose à comprendre. C'est pas la date de l'événement de pluie, par exemple, ça va être la date de la neige par-dessus cette croûte qui a été formée par la pluie. Fait que déjà, dans le manteau neigeux, on a relativement beaucoup de neige pour un 1er décembre, mais déjà une croûte. De manière générale, avant la tempête, le ski est bon surtout dans les pochettes d'accumulation précises. Fait que quand on sait se déplacer sur le terrain, on est capable d'aller chercher de la très belle neige. Puis jusqu'au 17 décembre, on est dans la moyenne ou même par-dessus la moyenne générale du manteau neigeux pour le mont Ernest Lafont. Donc, c'était un début qui n'était pas si pire, comme Ben l'a indiqué. Mais par la suite, juste avant la semaine de Noël, les choses sont venues se gâter. Donc, je vais vous montrer plusieurs animations satellitaires ce soir, juste pour vous localiser. L'étoile rouge, c'est où ce qu'on est dans les Chic-Chocs. Et puis, je vais faire l'animation ici. Donc, en ce milieu de décembre, on avait une grosse dépression, là, une classique. Tempête du Nord-Est ou un nor'easter, comme on dit en anglais, qui est venu rentrer. Je vais réanimer la boucle. Et puis, on voit là, le surplus d'humidité là, qui vient vraiment front-sud, directement au-dessus des Chic-Chocs. Donc, quand ces tempêtes dérivent un peu plus vers l'est, vers même la Nouvelle-Écosse ou la Terre-Neuve, on peut se retrouver avec des quantités super intéressantes de neige, mais dans ce cas-ci, avec la dépression qui est passée directement au-dessus des Chic-Chocs, on s'est retrouvé dans le tuyau d'arrosage avec des niveaux de gel jusqu'à 3000 mètres, donc avec les sommets qui font 12 1300 mètres dans les Chic-Chocs. C'était tout en pluie, malheureusement. Les températures alpines étaient jusqu'à 10 degrés Celsius. Et puis, on s'est ramassé avec un 30 à 40 millimètres de pluie. On s'est
un peu sauvé là, des plus grandes accumulations de pluie. Si on regarde la carte ici en bas à droite, on voit que les régions en mauve, là, comme la Basse-Côte-Nord ou même la baie des Chaleurs, là, qui étaient face au courant mouillé du sud, eux, ils ont vu plus près de 70 jusqu'à 80 mm de pluie. Donc, on en a perdu quand même une bonne quantité, mais ça aurait été pire. Ça aurait pu être pire. All right. Qui nous amène un peu à vous montrer des photos du résultat de la tempête. Le 18 décembre, on annule nos sorties de terrain à cause de la pluie, mais on se déplace quand même en auto sur la route, puis c'est bien mouillé, la pluie est rentrée dans les chic-chocs, mais c'est surtout là, les photos du 19 là, qui sont marquantes. Un déplacement vers la Serpentine qui a été très surprenant, qui s'est fait presque entièrement à pied à cause des conditions d'enneigement. Puis ça, c'est le ruisseau des Mines, le ruisseau des Mélèzes, pardon, qui est complètement ouvert. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Puis finalement, une photo du mur des patrouilleurs qui est bien dénudé pour un 19 décembre, qu'on a relativement bien commencé la saison. Fait que c'est le premier couteau dans la saison. Puis même suite à l'événement du 18-19 décembre, il y a quelques journées qui ont été annulées là, parce qu'il n'y avait pas assez de neige en montagne pour se déplacer. Fait que ça marque le début de saison avec beaucoup de pluie. Un peu décevant. Ouais. La deuxième partie, fait qu'encore le time profile, là, on l'a isolé sur cette deuxième partie. Fait que ça vous donne un peu une idée à quoi on s'attend. Puis c'est les conditions de vent. C'est des vents qui ont été très surprenants. Fait que la période 2 que j'ai appelée les chic-chocs sous le vent. Pour vous donner une idée de ce qui se passe avant ces deux grosses tempêtes de vent que Matt va détailler, ben, c'est depuis la pluie du mois de décembre qu'on vient de présenter, il y a très peu de nouvelles accumulations. Une nouvelle croûte qui se rejoint au party des croûtes, la MSCR du 12-30, et qui est liée aux événements de pluie du mois de décembre, mais qui a été ensevelie plus tard durant le mois de décembre. Elle commence tranquillement à se décomposer dans le manteau neigeux, mais les tempêtes à venir vont pouvoir la recouvrir de neige dans certains secteurs. La formation de facettes va la rendre active, puis on va en parler un peu plus tard, mais c'est très peu de neige en montagne de manière générale. Certains endroits localisés présentent des bonnes conditions de glisse, mais le fond est proche de la photo en ce moment sur le PowerPoint. Vous le voyez que les roches sont proches, puis la vidéo ici, pour vous donner une idée de les endroits en montagne où on pensait qu'il y avait de la neige, mais des fois, que ce soit des arbres ou des roches, c'était assez impressionnant à quel point on était proche du sol. Donc, comme Ben l'a indiqué, la mi-janvier, là, c'était vraiment la période des vents forts. Comme Jean-Pierre l'a indiqué dans le chat, là, c'est vraiment cet événement-là de début de saison qui a scrappé un peu le départ. Et puis, par la suite, on a rajouté à ça des vents très forts. Dans ce cas-ci, cette dépression-là, elle nous a pervenu du Colorado. Donc, des fois, ça peut être intéressant. On s'est quand même ramassé entre les deux tempêtes avec 15 à 30 centimètres de neige, mais malheureusement, c'est venu avec des vents extrêmement forts. La station météo au Mines-Madeleine, qui se situe à environ 1100 mètres, elle a enregistré des vents jusqu'à 193 km/h, donc excessivement fort. Et puis, on voit l'ampleur là, de la tempête sur la côte est. Là. On ne parle pas d'une petite dépression là, qui est passée, c'est vraiment une méga tempête qui est passée sur la région et puis qui nous a livré là, deux épisodes de vent très forts. Euh, Ce qui est pratique dans le monde de météo, c'est on regarde souvent des analyses de surface. Donc, laissez-moi vous l'expliquer ici. Où ce que vous voyez les deux D, c'est vraiment les centres dépressionnants de la tempête. Et dans ce cas-ci, c'est un peu intéressant. Il y a deux centres séparés. Donc, ce qu'on nomme des fois un système à double baril, un double barrel shotgun un peu. Donc, on a deux systèmes deux centres bien définis. Et puis, on voit là avec les lignes un peu brunâtres qu'il y a un gradient de pression là, très, très fort. Donc, c'est un peu comme des cartes topo. Euh, Aussitôt que les lignes sont resserrées, on a un gradient très prononcé. Dans le cas d'une carte topo, c'est une pente très à pic. Dans le cas d'une carte d'analyse de surface, un gradient de pression serré veut dire des vents très, très forts. Donc, on avait une première tempête à deux centres dépressionnaires qui nous a livré encore des vents jusqu'à 130, 150 km/h.
Et non seulement 4 jours plus tard, le 14 janvier, on s'y retrouvait avec quasiment une tempête identique. C'était vraiment surprenant. Il fallait que je m'assure que c'était pas fautif, là, que les modèles ne s'accrochaient pas. Il y avait justement une deuxième tempête là, qui avait quasiment exactement la même forme avec les deux centres dépressionnaires. Et dans ce cas-ci, c'était un vent qui était légèrement plus qui rentrait du sud-est, mais deux épisodes là, pour dire très, très forte. Donc, on peut voir ici là, de la station mine encore à environ 1100 mètres. Les vents là qui ont soufflé jusqu'à 180, 190 km/h. Je pense que le côté positif, c'est que la station des mines n'est pas tombée comme l'an passé. Donc, euh, elle survit. Ouais, c'est bien pour sortir les bonnes nouvelles de la saison, puis nos stations sont pas tombées, fait que ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais je vous montre des photos un peu, là, on est dans les mines Madeleine. Euh, L'enneigement est vraiment pas ce qu'on s'attend là, pour un 14 janvier dans les Chic-Chocs. On est assez surpris. Ici, on est à l'Iowa, fait qu'il y a encore il y a des zones qui ressemblent à l'hiver. C'est sûr qu'on peut skier dans le parc, mais ça nous demande un peu de nous réorienter parce que c'est pas des événements qu'on est habitué d'avoir. Puis l'autre photo, c'est ça, c'est que suite à ces deux tempêtes de vent, on a quand même eu une dizaine d'avalanches qui ont été reportées ou qui ont été observées. La photo que j'ai mise ici, c'est une photo d'un rapport mine que vous avez peut-être vu passer là, si vous êtes des skieurs de la Gaspésie, proche de la Grande Cue, une avalanche qui a été déclenchée naturellement. Une dizaine d'avalanches suite aux événements de vent, ça a amené quand même des choses à regarder en montagne. Puis, je conclue avec une photo là, du mur des patrouilleurs qui, relativement, moi personnellement, ça ne me tentait pas de me lancer dans un couloir avec les conditions actuelles. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Pour se rendre aussi, c'était difficile, là. Nous, les motoneiges n'ont pas passé tout l'hiver. Quelque chose qu'on est habitué de faire, nous, chez Avalanche Québec, de prendre la motoneige pour se rendre jusqu'à la Serpentine. Ça facilite nos déplacements. Mais ça a été plus difficile cette année de se rendre des fois jusqu'à l'abri de la Serpentine. Ça nous amène à notre troisième partie. Une partie bizarre, là. Moi, je l'ai appelé le flatline actif. Puis, ce que je porte l'attention là, sur le time profile, vous allez voir, les températures ont chuté très rapidement là, dans le mois. Fait que ça nous a amené des températures très froides. Puis ces températures froides ont commencé avec un petit événement de pluie, puis vont aussi finir avec un événement de pluie. Fait que ça rajoute un peu de piquant à cette période de flatline que j'ai appelée. Donc, le flatline actif du 9 février au 10 mars, le froid et la pluie avant la tempête. Le début du mois de février commence avec une toute petite pluie, puis après une vague de froid qui dure plusieurs jours jusqu'au 22 février, avec des températures qui vont jusqu'au moins 22,5. C'est des températures assez froides là, pour être en montagne, même si on est habitué dans les chic-chocs, si on a des gros manteaux, moins 22,5 avec le vent, c'est moins des températures qu'on aime avoir. Fait qu'évidemment, le vent et le froid ont créé une nouvelle croûte. On les connaît bien, les croûtes dans les chic-chocs. Fait que cette croûte-là va perturber le manteau neigeux, pardon, jusqu'aux tempêtes du fin du mois. Ça nous donne des choses à regarder. C'est un moment qui est habituellement très bon dans les montagnes, mais les conditions variables à cause du vent rendent les déplacements un peu plus difficiles. Par contre, il y a certains secteurs du Laia, je pense aussi à certains secteurs du Mont-Albert qui ont été skiés pas mal cet hiver. Puis il y a même les valières qui sont assez chargées, qui nous permettent dans certains endroits d'oublier le pont et d'oublier les roches, mais ça reste qu'il faut bien se déplacer en montagne, puis il faut être capable de trouver les endroits. C'est des tempêtes qui ont été inhabituelles. Ça amène un peu un changement de la manière qu'on se déplace sur le terrain suite aux deux gros événements. Et comme si c'était passé d'événements de pluie, il y a eu ce deuxième épisode très important là, pour la fin février. On se retrouvait avec une année, un leap year, donc une journée bonus, mais on aurait pu s'en passer, je pense. Le 29 février là, a amené une autre grosse dépression encore du sud des États-Unis. Donc, dans ce cas-ci, elle nous est provenue du Texas. On voit la pression centrale, là, juste pour mettre ça en perspective. Habituellement, tu sais, une bonne tempête, ça tombe dans les 990, 980 millibars. Une fois qu'on tombe là, avec une dépression qui se retrouve dans 973, ça se rapproche d'un ouragan à force 1.
Donc, très puissante tempête. On voit encore là le fort gradient de pression là, avec les lignes qui sont super serrées. Et donc, encore là, des vents jusqu'à 140 km/h. Et puis, avec une circulation encore très forte du sud, on ne pouvait pas s'échapper de la chaleur. Donc, des températures en montagne jusqu'à +5, niveau de gel jusqu'à 3000 mètres et d'autres pluies de 20 à 30 millimètres. Ce qui était intéressant avec ce système-là, étant donné sa profondeur, elle est venue vraiment brasser les eaux du Saint-Laurent. Donc, ce qu'on voit sur l'écran ici, c'est une analyse de glace, quelque chose à laquelle je réfère quand je fais tous mes prévisions météo pour les chocs, parce que la couverture de glace sur le Saint-Laurent, elle est très, très dynamique. Et puis, une fois que le Saint-Laurent est gelé, on perd la source d'humidité pour supporter les bourrasques et les averses de neige. Aussitôt qu'on a des circulations froides du nord-ouest, ils viennent aspirer l'humidité du fleuve et peuvent créer des averses de neige très intéressantes pour les chic-chocs. Donc, voici le 27 février, avant que la tempête passe. On était quasiment couvert, là, le rouge, ça indique 90 à 100 de couverture glaciale. Et puis, suite au passage de la tempête, juste un jour plus tard, on peut déjà voir là, en bleu toutes les ouvertures qui se sont créées. La banquise a été poussée vers le nord, vers la basse côte nord, vers cette île. Et donc, on se retrouvait avec plus en plus là, des ouvertures de glace. Et encore quelques jours plus tard, là, le 3 mars, on voyait qu'en vert, là, on se retrouvait à 20 à 30 de couverture de glace. Donc, ça, c'était encore essayant de trouver le côté positif. Cette tempête-là est venue tellement brasser les eaux qu'on a pu ouvrir le Saint-Laurent et d'offrir là, une nouvelle source d'humidité pour la génération de bourrasques et d'averses qui sont venus. On va le voir là en mars. On a joué là, au rattrapage un peu, mais c'était curieux là, de suivre même les webcams. Ici, on se retrouve à l'Anse-Pleureuse. Donc, avant la tempête, il y avait quand même un petit 20 à 30 centimètres de neige au sol. On voit dans l'arrière-plan que le fleuve, effectivement, était entièrement gelé. Et paf, 2 jours plus tard, on a perdu toute la neige. Et puis, on peut voir là, justement les ouvertures dans le glace. Euh, Suite au passage de cette tempête-là, il y a un très, très fort front froid qui est passé et paf, les vents nord-ouest sont rentrés. Ils ont généré des averses de neige pour aider un peu la formule, mais le refroidissement suite au passage de ce front froid-là a été très, très impressionnant. Heureusement, on l'a prévu là, à quelques jours d'avance, mais juste pour vous donner une idée, là, avec les vents qui sont passés vers l'ouest, ouest-nord-ouest, donc encore des bons vents forts, pas les 190 qu'on a vus plutôt en février, mais quand même du 70 à 80 km/h. Mais regardez bien, les températures, encore là, c'est aux mines. Donc, il faisait +4 dans l'Alpin et paf, le front froid est passé et on a chuté jusqu'à -22 dans une dizaine d'heures. Donc, un gel soudain qu'on dit. Et puis, c'est venu inévitablement vraiment raffermer endurer toutes les surfaces neigeuses. Ouais, c'est une drôle de période. Puis je me rappelle au bureau, on s'est fait des petites gageures de savoir à quel point ça allait refroidir rapidement. Puis je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à un refroidissement aussi rapide, là. Moi, j'ai été vraiment surpris d'à quel point on a descendu la température. Ça nous amène à quelques photos, là. Le 6 mars, qui est autour de la semaine de relâche, là, pour les personnes qui sont encore à l'école. Souvent, moi, j'ai des amis personnellement qui viennent skier cette période-là. C'est d'habitude une très belle période pour skier, mais là, on est au sommet du mont Ernest-Laporte. Puis on a l'impression qu'on est dans la fin de saison. On peut sortir la table de pique-nique puis faire un petit pique-nique au soleil. On voit que la neige aussi, là, la texture de la neige a l'air très printanière pour un 6 mars, puis il n'y a pas beaucoup de neige. C'était assez impressionnant. Puis même s'il fait beau soleil, je pense que c'est un peu ce qu'on retient de l'hiver, c'est qu'il a fait. On a eu des belles journées, on aurait pu faire des marches en montagne, peut-être moins de ski qu'on voulait, mais il y a le mur des patrouilleurs qui a, selon moi, pas l'air aussi invitant qu'il a déjà été. Fait que les conditions d'enneigement reste minimale en montagne suite à ces périodes-là. Ce qui nous amène un peu à cette avant-dernière période de la saison, une saison qui a été
comme on le voit d'ici le début, assez surprenante, mais qui nous a laissé une fin de saison assez impressionnante, là. Je pense que vous êtes au courant de la saison qu'on a eu, un chargement impressionnant en fin de saison qui nous a gardé keep on our toes, là, si je peux dire, jusqu'à la fin. C'est une tempête importante là, pour la fin de saison, la période 4 que j'ai appelée la période de la tempête, du 11 mars au 26 mars. C'est qu'avant la tempête, à Kaila, la station météorologique au Mont Ernest Laforce, il y a 80 centimètres de moins que la moyenne historique. Fait que la moyenne historique est faite sur 13 ans. On a quand même beaucoup de données historiques, mais 80 centimètres de moins, c'est vraiment impressionnant. C'est très mince. Fait que c'est un mince manteau neigeux qui a fait face à quelques réchauffements durant le mois de février, comme on a parlé, est rendu plus ou moins uniforme. Fait qu'on dit uniforme, c'est que c'est un manteau neigeux sans couche, plus vraiment d'interface euh, particulière, mais il y a quand même une croûte de glace importante en surface à certains endroits, puis c'est une croûte qui est capable de supporter le poids d'un skieur. Pour les conditions de glisse en montagne, ben, il y a une série de petits événements de neige avant la dernière grosse tempête. Euh, donc, ouais, merci. Fait que c'est ça, une série de petits événements de neige avant les grandes tempêtes qui font que les conditions sont très agréables en ski, mais c'est un peu un drôle de contexte considérant que c'est la plus belle période de l'année, mais c'est très tard dans la saison. Peut-être qu'il y a un engouement de sortir en montagne qui est plus grand là, pour un mi-mars, avoir des conditions comme ça. Peut-être que le monde était un peu trop excité de voir la neige, considérant le début de saison qu'on a eu. On pourrait comparer les conditions de la mi-mars à nos conditions habituelles de la mi-janvier. C'était vraiment impressionnant, là. C'était très tard dans l'année voir la neige arriver. Mais au moins, on l'a eu, un petit goût hivernal. Donc, finalement, on a eu une tempête là, en provenant du Colorado. Donc, quand ces tempêtes-là nous parviennent du Colorado, c'est sûr que c'est une masse d'air habituellement plus froide. Euh, Lorsque ces tempêtes-là traversent les grands lacs, ils peuvent acquérir de l'humidité de façon intéressante et justement, elle s'est enlignée directement au-dessus des surfaces des chic-chocs. Donc, on se retrouvait avec encore, oui, des vents forts qui sont pas très rare dans les chocs-chocs. Euh, la présence des éoliens en fait preuve. Donc, des vents forts, mais au moins un niveau de gel là, qui est resté à la surface. Et les températures alpines étaient relativement douces, là, de -4 à -6. Et puis, on s'est retrouvé avec un 25 à 35 centimètres de nouvelle neige. Donc, ça a aidé. Par la suite, autour du 26 mars, donc on a eu des conditions de glisse assez intéressantes, mais encore un épisode de pluie. Et dans ce cas-ci, les couleurs là, qu'on va voir dans l'animation représentent les types de précipitations. Donc, en bleu, ce qu'on aime voir, c'est la neige. En vert, c'est la pluie. Mais vous allez voir une zone importante là, de pluie verglaçante qui s'est formée. Donc, un ajout d'humidité, mais aussi de chaleur en altitude qui est venu tomber sur une surface gelée. Et puis, ça a formé une nouvelle croûte. Et puis, en voyant déroulant cette séquence-là de neige, croûte et par la suite d'autres neiges, je crois que les prévisionnistes là, chez Avalanche Québec ont vraiment fait un beau travail là, à émettre la première veille d'avalanche de la saison. On va Ouais, laisser, l'éveil qui est un outil qu'on a mis de l'avant cette année, fait qu'un outil qu'on veut parler plus là, depuis qu'on n'a plus de bulletins sur la côte, puis à Murdoch, là, qui est un projet pilote l'année passée, on est arrivé avec ce produit de veille de danger ou avertissement là, où on peut partager l'information sur un autre niveau qu'un bulletin. Fait que c'est la première veille de danger qu'on publie. On a vu ces tempêtes arriver, puis on s'est dit qu'il allait avoir un chargement important. Fait qu'on a publié la veille, le 22 mars, pour les tempêtes à venir. Fait que durant les tempêtes, quelques photos, là, le mur des patrouilleurs, peut-être la première fois que moi je me dis, ah, je vais peut-être me lancer à une descente, mais une descente où je me tiens les skis serrés, puis je fais pas des gros virages parce que la roche est proche, les corridors sont étroits, mais je sais que c'est peut-être la période que le plus skié. Le 25 mars, on reçoit un rapport d'une avalanche qui a été déclenchée sur le mont Albert. Une avalanche quand même de grosse taille, une avalanche qui surprend considérant l'hiver qu'on a eu, mais c'est une avalanche qui, on pouvait s'y attendre avec le chargement important qu'on a eu durant les dernières tempêtes. Puis évidemment, l'accident du 26 mars là, que vous avez entendu parler à la marque.
où il y a 3 motoneigistes qui ont perdu leur vie suite à l'accident. Fait que c'est comme un peu qui clôt cette période de tempête. Puis le lendemain, le 27, puis même durant la nuit du 26, c'est là que la pluie arrive, puis la pluie verglaçante arrive. Fait que une tempête qui finit un peu, en fait, qui finit très sombrement là, avec les accidents qu'on a vus en montagne. Ce qui amène à la dernière section de l'année, là, vous voyez que le time profile a un gros trou. Un trou, c'est une présentation d'habitude qu'on aurait voulu faire plus à la fin avril, pas, euh, pas à la mi-avril comme on l'a fait en ce moment. Fait qu'il y a un gros trou dans le time profile qui nous amène à un peu une fin de saison qu'on va utiliser comme clôture puis comme conclusion un peu de l'année. Là, j'ai vu qu'il y a une question qui a été rajoutée dans le Q&A, puis je pense qu'avec l'heure qu'on est, on va être capable de la répondre en live, qui va peut-être être plus intéressant que de la répondre dans le chat. On va vous présenter cette dernière partie, puis après, on va pouvoir prendre quelques questions puis avoir une discussion. Fait que déjà la fin, à partir du 27 mars, on a eu 3 jours de pluie consécutifs. Les températures par-dessus le point de congélation viennent vraiment achever le semblant d'hiver qu'on a. En 3 jours, on perd plus de 40 centimètres de neige. Fait que la neige qu'on a gagnée durant la dernière tempête, aussi rapidement, on la perd. On revient à ce qu'on était avant, au moins finesse la force. Le 5 avril, on publie notre dernier bulletin, qui n'est pas l'objectif d'Avalanche Québec, mais c'est la réalité. Puis encore une photo du monde des patrouilleurs qui commence à se dénuder assez rapidement. Et comme si c'était pas assez d'événements de pluie, on a fini la saison avec une autre importante dépression là, du sud. Donc, comme je l'ai dit en tout début de présentation, la majorité de nos tempêtes cette année, malheureusement, sont rentrées franc-sud vers le nord. Et avec ça, on ne peut pas s'échapper de la chaleur. Donc, encore là, les niveaux de gel sont montés jusqu'à 3500 mètres, température chaude et un autre surplus de pluie là, qui est vraiment il est venu vraiment scraper les peu de restants de neige qui restaient. Ça, désolé de la qualité du graphique, là, j'ai vu qu'en important, ça a perdu un peu de sa qualité, mais le propos puis le message reste le même. Si on regarde, là, je vais vous l'expliquer, c'est l'évolution de la hauteur de neige au mont Ernest-Laforgue pour cet hiver. La ligne rouge, c'est l'évolution mesurée. Puis en bleu, le pointillé, c'est la moyenne historique depuis les 13 dernières années, les 13 années qu'on a de l'information, avec un écart type. Ça nous permet de comprendre que oui, une moyenne, c'est une ligne, puis on peut la regarder, mais comprendre l'écart type aussi, voir est-ce qu'on est dans un écart type ou non. On a passé non seulement la plupart de l'hiver en dessous de la moyenne, sauf pour le 1er décembre, mais il y a beaucoup des moments qu'on n'était même pas dans notre écart type, qu'on était en dessous. Et ça va rester une saison historique qui va marquer notre moyenne à la baisse, pour le bien ou pour le mal, pour les années à venir, mais c'est sûr que ça va avoir un effet, là. Puis c'est une année particulière qu'on va garder dans le livre de l'histoire des Chic-Chocs. Et puis, juste pour encore là mettre la saison en perspective, donc cette carte-là, elle nous provient d'Environnement Canada et puis elle nous montre l'historique là, des températures moyennes durant le mois de décembre, janvier et février, donc ce qu'on appelle l'hiver météorologique. Et puis, à grandeur de la carte, là, c'est des tons rouges vifs et même rouge foncé là, de vin rouge. Ce qui est assez surprenant, c'est rare que je vois des tons aussi rouges là, à travers la carte. Et donc, on peut voir dans les chocs que les températures en moyenne étaient au-delà de 4 degrés plus douces que la normale. Et ça, peut-être, ça semble pas aussi impressionnant, bof, 4 degrés plus chaud que la normale, mais sur une période de 3 mois, là, au jour le jour, quand on moyenne toutes les moyennes diurnes. C'est très impressionnant. Et puis, côté précipitation, même idée ici. Donc, pour la même période, décembre, janvier, février, on regarde les 3 mois dans leur sommaire. On peut voir là, les quantités de précipitation comparativement au normal historique. Quand je dis normal historique, on voit en bas ici, c'est de 91 à 2020. Et on voit encore là les tons brunâtres, là, on parle d'un 40 à 50% moins que la normale. Donc, il a pas seulement fait chaud, mais il a fait sec aussi. Et on met les deux facteurs ensemble et paf, ça donne un hiver pas facile. Un outil ici que je trouve fort intéressant, je ne sais pas si vous pouvez le voir, les lignes sont assez fins, mais c'est un outil qui a été créé par le Radio-Canada
Et puis, ça indique l'anomalie de température au fil des années. Ça, c'est à Captcha, qui a une belle période historique. Là, ça recule jusqu'aux années 1930. Et donc, cette année, on voit que la ligne de sûreté là, est de 7 degrés au-dessus de la normale moyenne à Captcha. Si on regarde dans l'histoire, là, il y a juste une autre hiver qui a été aussi pire, et puis c'était en 2010. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet hiver-là, mais ça a été une autre hiver difficile dans les Chic-Chocs. Donc, ça met en perspective là, à quel point ça a été vraiment exceptionnel. Je pense que les chances, on risque de le répéter. Je pense qu'on ne risque pas de le répéter là, l'hiver prochain. En fait, l'hiver prochain, on parle d'un hiver La Niña, qui typiquement favorise des quantités de neige plus intéressantes et surtout des températures qui sont plus froides que la normale. Donc, perdez pas espoir, il y a toujours l'hiver prochain. Et avec cela, je pense qu'on va arrêter l'enregistrement et Ouais, bon, je vais on va arrêter. pouvoir ouvrir ça